Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Cette semaine, l'émission est consacrée à la recherche médicale. Marie-Claude Lafitte étudie le rôle d'un gène dans la résistance aux médicaments d'un parasite qui cause la leishmaniose. Nous tentons de cerner le rôle d'une protéine dans le développement de la sclérose latérale amyotrophique avec Bastien Paré. Et Catherine Potvin cherche à venir en aide aux bébés prématurés à la quête de solutions pour leurs difficultés respiratoires. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Lafitte. Je suis étudiante au doctorat en biologie cellulaire et moléculaire au Centre de recherche en infectiologie du CHUL, rattaché à la faculté de médecine. Mon projet de recherche porte sur la résistance aux médicaments d'un parasite appelé Leishmania. Le Leishmania, c'est un parasite unicellulaire, c'est-à-dire composé d'une seule cellule qui est transmis à l'homme par piqûre de moustique. Donc un moustique qui contient ce parasite-là va aller infecter un être humain et lui transmettre les parasites lors d'une piqûre de moustique. Le parasite Leishmania, c'est un être unicellulaire composé d'une seule cellule, ce qui le rend extrêmement modifiable et malléable. Il y a d'autres agents infectieux qui sont aussi unicellulaires, comme par exemple les bactéries. Donc dans ce cadre-là, on retrouve des systèmes de défense qui peuvent un petit peu se ressembler. C'est sûr qu'il y a quand même un monde entre un parasite et un virus ou un parasite et une bactérie. Mais on pourrait utiliser les mécanismes que l'on découvre chez Leishmania pour d'autres parasites qui créent d'autres maladies, comme le parasite qui crée la maladie du sommeil ou encore le parasite qui crée la malaria. On compte 2 millions de nouvelles personnes infectées chaque année par ce parasite pour un total de 12 millions de personnes infectées à l'heure actuelle. Et entre 50 et 60 000 décès chaque année dus à cette maladie. Selon le type de Leishmania qui infecte l'humain, donc on appelle ça selon la souche de Leishmania qui infecte, il y a 3 formes de leishmaniose, qui est la maladie causée par Leishmania. La première forme, c'est la forme cutanée, où on a des lésions ulcératives sur la peau. C'est des lésions qui ressemblent un petit peu aux lésions causées par la lèpre, donc de grosses lésions sur la peau étendues. La deuxième forme, c'est la forme mucocutanée, lorsque les lésions cutanées s'étendent aux muqueuses et viennent attaquer le nez, la bouche, par exemple. Et la troisième forme, c'est la forme viscérale, qui est mortelle si elle n'est pas traitée et qui, elle, va attaquer les organes internes et provoquer une augmentation du volume du foie et de la rate, ainsi qu'une anémie. La méthode pour pouvoir détecter le Leishmania chez une personne infectée, c'est de faire une PCR, c'est-à-dire qu'on va essayer de détecter un gène précis qui existe chez Leishmania et qui n'existe pas chez l'être humain, dans le sang de l'être humain finalement. Et si on détecte ce gène-là, ce qui signifie que la personne est infectée par Leishmania. La leishmaniose, c'est une maladie qui a été classée par l'Organisation mondiale de la santé parmi les maladies négligées. La définition de maladie négligée, c'est que ce sont des maladies qui touchent les régions tropicales et subtropicales et qui sont localisées dans ces régions-là, à savoir l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. C'est évidemment des régions où les populations sont plus pauvres et où ils ont moins accès aux médicaments et ils ont moins la possibilité, les revenus de pouvoir payer des médicaments. De manière relativement intéressante, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur le parasite Leishmania, puisque c'est un parasite qu'on connaît peu. On connaît peu les mécanismes de vie de ce parasite-là, on connaît peu les mécanismes de défense, on connaît peu les mécanismes de résistance. Donc c'est un parasite qui est très intéressant en termes de biologie cellulaire et moléculaire. Il y a pas mal de laboratoires ici au Canada et dans le monde qui travaillent sur ce parasite-là. L'intérêt, il est vraiment diminué au niveau économique. Ce n'est pas l'intérêt conceptuel de cette maladie-là. Il est là, les laboratoires travaillent dessus. C'est l'intérêt économique des compagnies pharmaceutiques qui est un peu en déclin et un peu en retard par rapport à nous. Nous, on a en laboratoire ce qu'on appelle des souches de Leishmania de laboratoire. C'est-à-dire que ce sont des souches modèles qui sont censées être représentatives des parasites Leishmania que l'on trouve dans la nature. Donc on a récupéré ces souches-là il y a un certain moment et on les étudie en laboratoire. Alors on cultive, nous, les parasites sous hôte biologique, en conditions stériles, pour ne pas se contaminer avec le parasite et pour ne pas contaminer le parasite avec des virus ou des bactéries qu'il y aurait dans l'air. Et on cultive le parasite dans une solution qu'on appelle un milieu de culture qui reproduit autant que faire se peut les conditions de vie naturelles du parasite. Cependant, on reçoit quelquefois des souches de terrain, par exemple de soldats canadiens qui sont revenus d'Afghanistan, et on peut travailler avec ces souches de terrain-là et ces parasites-là afin de les étudier.
L'une des particularités du parasite Leishmania, c'est qu'il devient facilement résistant aux médicaments. La notion de résistance, qui est importante dans notre domaine, elle est caractérisée par le fait et par le besoin d'augmenter la durée et la dose des traitements afin d'obtenir un résultat aussi efficace et tuer le parasite de manière aussi efficace. L'un des principaux mécanismes de résistance utilisés par le parasite, c'est l'amplification génique. C'est-à-dire que le parasite va multiplier certaines parties importantes de son ADN pour pouvoir résister aux médicaments. Plus concrètement, comment ça se passe ? Lorsque l'on traite une personne avec un médicament, le médicament va rentrer dans la circulation sanguine et va ensuite rentrer dans le parasite. Donc le parasite va se retrouver en condition de stress. Pour se défendre, il va tirer profit de ce qu'on appelle des cassures d'ADN, c'est-à-dire véritablement de bris dans son propre ADN. Ces cassures-là, elles vont être repérées par une protéine qui s'appelle MR11 et qui va venir se fixer au niveau de la cassure de l'ADN du parasite. Cette fixation de cette protéine MR11 va permettre de pouvoir multiplier le fragment d'ADN brisé. Donc au lieu d'avoir une copie de cet ADN brisé, le parasite aura 2, 3, 4 copies de cet ADN-là. En multipliant le nombre de copies de son ADN, le parasite va pouvoir multiplier le nombre de protéines produites par l'ADN. Donc au lieu d'avoir un fragment d'ADN qui produit une protéine, le parasite va avoir 2, 3, 4 fragments d'ADN qui vont produire 2, 3, 4 protéines. Ces protéines-là, qui vont être donc surproduites, sont des protéines qui permettent d'aller inactiver l'action du médicament. Moi, si j'arrive à diminuer ou à enlever cette protéine-là, MR11, je vais pouvoir empêcher le parasite de multiplier son ADN. Si j'empêche le parasite de multiplier son ADN, je l'empêche de résister aux médicaments. Il y a différents moyens de pouvoir éliminer une protéine dans Leishmania. On peut soit effectivement injecter un composant qui va aller inactiver la protéine, soit on peut carrément agir au niveau du gène qui produit cette protéine-là. Donc il y a un gène qui porte exactement le même nom que la protéine et qui produit cette protéine. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée inactiver ce gène-là dans l'ADN de Leishmania. Donc je l'ai sorti, en fait, j'ai sorti ce gène-là de l'ADN de Leishmania. En le sortant, ce gène-là, j'ai empêché la production de la protéine du même nom. Une des solutions pour empêcher la résistance du parasite serait de faire des stratégies de traitement combinatoires, c'est-à-dire de combiner des traitements qui existent déjà avec des stratégies qui vont anticiper sur l'apparition des mécanismes de résistance. L'objectif final, c'est surtout de pouvoir guérir les patients et de complètement éliminer le parasite à l'intérieur des personnes infectées. C'est ça qu'on cherche, nous, en étudiant la résistance aux médicaments. Éliminer le parasite en tant que tel signifierait éliminer l'insecte qui porte ce parasite-là. Éliminer un insecte ou une population d'insectes dans des régions subtropicales, ça s'avère relativement difficile et ça peut avoir des conséquences écologiques qu'on ne soupçonne pas actuellement. Les autres recherches qu'on pourrait faire sur ce parasite-là, en plus de s'attaquer à la résistance aux médicaments ou à de meilleurs traitements, ce serait d'essayer de voir comment on peut éliminer le parasite du système immunitaire. Puisqu'en fait, le parasite Leishmania, lorsqu'il rentre dans l'être humain, il va aller coloniser les globules blancs. Les globules blancs sont les cellules du système immunitaire qui normalement servent à détruire tout agent infectieux qui rentre, que ce soit la grippe, un virus ou un autre. Le parasite, lui, tire profit de ces globules blancs et va à l'intérieur de ces globules blancs pour se multiplier. Donc, il détourne la fonction du système immunitaire humain à son profit. Donc, une des solutions intéressantes pour guérir la leishmaniose serait de pouvoir l'empêcher de rentrer dans les globules blancs de manière à ce qu'il ne puisse plus s'y multiplier et qu'il soit plus accessible aux médicaments ou à tout autre traitement. Mon nom est Bastien Paré, je suis étudiant à la maîtrise en médecine expérimentale au département de chirurgie de la faculté de médecine. Mon projet de recherche porte sur la sclérose latérale amyotrophique, aussi mieux connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig. La SLA est une maladie neurodégénérative des neurones moteurs qui se déclenche généralement à l'âge adulte, dans les environs de 50 ans, et qui mène à la paralysie progressive et à l'atrophie des muscles. Les gens qui développent cette maladie décèdent généralement 3 à 5 ans après l'apparition des premiers symptômes d'une détresse respiratoire. En fait, cette maladie-là porte le nom de Lou Gehrig, étant donné que c'était une personnalité connue. Lou Gehrig était un joueur de baseball des Yankees de New York et ça a été, je dirais, une des premières personnalités extrêmement connues
qui a développé la maladie et qui l'a promue au niveau de la société dans les médias. Et c'est pour ça là, qu'on associe le nom à la maladie Lou Gehrig aujourd'hui. C'est difficile d'associer des symptômes au niveau du développement de la maladie quand on parle là, du développement précoce de la maladie, étant donné que c'est une maladie généralement qu'on découvre à un stade plutôt avancé au niveau du patient. En fait, c'est que quand les patients développent certains symptômes, les symptômes les plus souvent reconnus au niveau du développement de la SLA, au début, on parle d'un problème de déglutition, un problème de respiration au niveau des poumons, et puis aussi un problème au niveau de la motricité, en fait, difficulté à attacher, disons, des boutons de chemise ou le bouton des pantalons. Les neurologues, en fait, associent ces premiers symptômes-là souvent à d'autres maladies neurodégénératives qui ne sont pas la SLA. Et puis malheureusement, quand le neurologue pose un diagnostic qui dit que c'est la SLA dont le patient est atteint, et bien souvent, la maladie est à un stade relativement avancé. Et puis, c'est difficile là, de cerner exactement les premiers symptômes là, au niveau de l'apparition de la maladie dû à ce diagnostic qui est difficile au niveau, pour ce qui est des neurologues. Malheureusement, au niveau de la sclérose latérale amyotrophique, présentement, il n'y a pas de médicaments qui existent pour ce qui est du traitement de la maladie pour l'éradiquer. Ça reste une maladie qui est considérée incurable. Il y a certains traitements qui existent pour retarder l'apparition de certains symptômes et ainsi augmenter la durée de vie des patients, mais malheureusement, quand on annonce à quelqu'un qui a développement de la SLA au niveau de l'organisme, ça reste une maladie qui ne peut pas être guérie présentement. La différence qui existe entre les deux types de SLA qui se veulent la SLA sporadique et la SLA familiale, en fait, c'est au niveau génétique. La SLA familiale, qui représente 10 des cas, c'est une SLA qui est transmise génétiquement de génération en génération. Donc, les parents sont porteurs ou atteints des mutations qui mènent au développement de la SLA et c'est transmis là, aux enfants et aux différentes générations. Tandis que pour ce qui est de la SLA sporadique, qui représente tout près de 90 des cas, c'est les mêmes mutations et les mêmes gènes qui sont associés à ce niveau-là, au niveau de la SLA, mais les causes, ce qui mène les mutations, en fait, on ne les connaît pas. C'est probablement des causes environnementales qui, pour l'instant, ne sont pas connues de la communauté scientifique et de là vient le nom de la SLA sporadique. On connaît différents gènes qui sont associés au développement de la maladie et qui portent différentes mutations. Entre autres, on retrouve les gènes SOD1, TDP43, FOS et le gène C9ORF72. Mon projet porte en fait sur ce gène-là, le gène C9ORF72, qui a été découvert en septembre 2011 et qui a été associé au développement de la SLA. Ce gène-là, dans le développement de la SLA, porte une mutation qui est en fait une répétition de 6 nucléotides qui est présente chez les gens qui sont pas atteints de la SLA, mais en beaucoup plus petit nombre que chez les gens qui développent la sclérose latérale amyotrophique. Cette répétition-là peut être présente tout près de 2000 fois. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le rôle de ce gène-là et les mécanismes pathogéniques qui y sont associés, ainsi qu'à la protéine qui en découle, sont inconnus et c'est ça sur quoi porte mon projet de recherche. En fait, c'est sur la découverte du rôle de la protéine qui découle du gène. Bien que l'on sache que la mutation dans le gène mène au développement de la SLA, on ne sait pas les mécanismes pathogéniques qui s'en suivent et ce que la mutation crée au niveau de la protéine ou au niveau des différents mécanismes cellulaires, les dérèglements que ça pourrait avoir à ce niveau-là. J'effectue présentement mes études au laboratoire d'organogénèse expérimentale, aussi connu sous le nom du LOEX, qui est situé sur le site de l'Hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Une des caractéristiques principales du LOEX, c'est la spécialisation au niveau de la culture cellulaire et ce qu'on appelle la culture d'équivalent cutané. C'est une technique qui a été développée ici qui permet, à partir d'une biopsie de peau, de produire de la peau en laboratoire. C'est présentement utilisé pour le traitement des patients grands brûlés. En fait, une biopsie de ces patients-là est effectuée au niveau de l'hôpital, nous est amenée ici et à partir de cette biopsie-là, on peut reproduire de la peau en laboratoire qui va par la suite leur être greffée. Et puis cette technique-là d'équivalent cutané de production de peau en laboratoire, c'est extrêmement utile au niveau de l'étude des différentes maladies qui peuvent être étudiées ici au LOEX. Et puis de là vient le terme organogénèse, organogénèse étant au niveau du développement de l'embryon, la période où il y a le développement des organes internes. Et puis ici, dans le fond, on essaie de reproduire ce principe-là au niveau de l'embryon, en fait, qui est de reproduire des organes, mais ce coup-ci en laboratoire. Pour ce qui est de l'étude de la SLA, et principalement mon sujet, pour ce qui est de l'étude de C9ORF72, il existe différentes techniques qui sont utilisées, surtout des techniques de pointe en biochimie, à l'aide d'anticorps qui nous permettent de détecter la présence de différentes protéines au niveau des cellules. Mais le plus grand aspect de mon projet de recherche, en fait, c'est la caractéristique du LOEX, le développement d'équivalents cutanés. J'essaie de produire en laboratoire, à partir de cellules de patients qui présentent la SLA, un équivalent cutané, donc de reproduire en laboratoire
de la peau afin d'utiliser cette peau-là comme modèle pour l'étude des différentes protéines, différents gènes associés à la SLA. Pourquoi l'utilisation de la peau dans l'étude de la sclérose latérale amyotrophique, étant donné que c'est une maladie neurodégénérative? En fait, c'est qu'il est très difficile pour nous, impossible en fait d'aller chercher, lorsque le patient présentant la SLA est vivant, une biopsie au niveau du cerveau. Et puis, après décès de ce patient-là, c'est très difficile d'obtenir les neurones en fait de ce patient-là parce qu'on sait que suite à la mort, les neurones ont un très court temps de survie. Et puis, une des caractéristiques de la SLA, c'est la dégénération des neurones. Donc, une fois que le patient est décédé, généralement, il y a très, très peu de neurones viables au niveau du cerveau. Et puis, ce qui fait en sorte que nos études sont beaucoup plus difficiles à faire. Le rôle de la protéine C9orf72 étant pour l'instant inconnu, les différentes expérimentations que j'ai faites lors de mon projet de recherche ont permis de démontrer qu'il y a une interaction entre C9orf72 et d'autres protéines qui, elles, sont connues pour être importantes au niveau du maintien de la santé des neurones et de leur bon développement. Quand on parle de la sclérose latérale amyotrophique, lorsqu'il y a présence des mutations associées à la SLA chez la protéine C9orf72, cette interaction-là avec les autres protéines est rompue. Il n'y a plus cette interaction-là et c'est ce qu'on pense qui pourrait mener à la dégénération des neurones moteurs. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie qui peut rester relativement dure à étudier puisque, dû à ces deux catégories, la SLA familiale et la SLA sporadique, il peut y avoir beaucoup de causes qui mènent au développement de la maladie, bien qu'on connaisse les mutations au niveau de certains gènes qui vont créer certains dérèglements au niveau de la cellule. Lorsqu'on parle de SLA sporadique, on ne connaît pas les causes qui mènent au développement de ces mutations-là. Donc, on ne peut pas associer seulement une protéine ou une mutation au développement de la SLA. En fait, c'est un amalgame de mutations de protéines et de mécaniques au niveau de la cellule qui sont dérégulées qui mènent au développement de la sclérose latérale amyotrophique. Le but, ce serait de développer des molécules chimiques ou des composés qui pourraient être pris sous forme de médication par les patients pour soit retarder le développement de la maladie ou tout simplement l'éradiquer pour faire en sorte que les gens qui développent la SLA, en fait, n'en décèdent pas aussi jeunes et ne souffrent pas autant qu'ils peuvent souffrir présentement. Il peut y avoir différentes retombées au niveau du scientifique de la découverte du rôle de la protéine C9orf72. Découvrir son rôle permettrait de comprendre l'implication de la mutation au niveau du gène sur la protéine et ainsi comprendre le mécanisme cellulaire qui est impliqué dans le développement de la sclérose latérale amyotrophique. Bonjour, mon nom est Catherine Potvin. Je suis étudiante de deuxième année à la maîtrise en médecine expérimentale à la Faculté de médecine au département de pédiatrie. Mon projet porte sur l'identification du rôle du récepteur nucléaire de la progestérone dans la ventilation chez des souris nouveau-nés. Un enfant est considéré comme étant prématuré lorsqu'il va naître avant la fin de la grossesse. Une grossesse normale, en fait, c'est 37 semaines. Donc, tout enfant qui va naître avant d'avoir complété ces 37 semaines dans le ventre de sa mère va être considéré comme prématuré. Les nouveau-nés prématurés vont présenter à la naissance une immaturité de plusieurs de leurs systèmes. Ce qui va nous intéresser dans le cadre de mon projet, c'est davantage les immaturités sur le plan respiratoire. Donc, cette immaturité-là, ce retard de développement-là, va se présenter de deux façons. Donc, premièrement, par une réponse ventilatoire à l'hypoxie qui va être diminuée. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi par la suite. Et aussi par des apnées. La réponse ventilatoire à l'hypoxie, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque l'oxygène dans notre sang va diminuer, la réponse naturelle de l'humain serait de ventiler plus, de respirer davantage pour essayer d'augmenter cette quantité-là d'oxygène dans notre sang. Par contre, avec les prématurés, comme leur réponse est immature, comme leur système de contrôle respiratoire n'est pas encore tout à fait bien développé, ils vont essayer d'augmenter cette respiration-là, cette ventilation-là, mais ils vont avoir de la difficulté à l'augmenter assez. Puis ils vont avoir de la difficulté à maintenir cette augmentation-là de respiration dans le temps. Pour ce qui est des apnées, en fait, c'est des pauses de la respiration. Et c'est quelque chose qui est délétère à court et à long terme pour le développement du nouveau-né. Donc, c'est pour ça que c'est important de les traiter lorsqu'on les rencontre en clinique. Il y a plusieurs outils qui sont utilisés en clinique pour traiter les apnées chez les nouveau-nés qui sont prématurés. Il y a premièrement tous les outils qui sont mécaniques, comme par exemple tout ce qui va aider le nouveau-né à respirer, par exemple un ventilateur ou les masques qu'on peut lui mettre là, au niveau de la bouche, au niveau du nez. Donc ça, c'est quand même des moyens qui sont plus invasifs, donc qui peuvent avoir des effets là, secondaires. Il y a aussi des moyens médicaux. Donc, par exemple, on peut faire attention au positionnement du bébé dans son lit.
Faire attention que sa tête ne soit pas trop en extension, pas trop en flexion. Comme ça, on ne va pas obstruer ses voies respiratoires. Puis aussi, il y a tout ce qui est plus pharmacologique, donc les médicaments. Les principaux stimulants respiratoires qui sont connus, c'est les méthylxanthines. Donc, c'est une classe de stimulants respiratoires qui est utilisée depuis plus de 40 ans pour traiter les apnées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la caféine là, qui est couramment utilisée. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que certains types d'apnée vont être résistants à ces médicaments-là. Donc ça, c'est une des raisons, en fait, pourquoi il y a de la recherche qui se fait en ce moment afin de trouver d'autres stimulants respiratoires pour traiter les apnées. La progestérone a été démontrée comme étant un stimulant respiratoire chez les hommes, chez les femmes. Vous avez juste à penser, par exemple, à une femme enceinte qui produit plus de progestérone et qui va avoir une ventilation augmentée là, durant sa grossesse. Au laboratoire où je travaille, la progestérone a été beaucoup étudiée chez les bébés rats, étant donné qu'un nouveau-né raton de quelques jours de vie a une immaturité de son système respiratoire qui est comparable à celle d'un nouveau-né humain prématuré. Donc, ça nous permet de faire le parallèle. Et au laboratoire où je fais ma maîtrise, on a été capable de montrer que la progestérone, chez ces nouveau-nés ratons-là, augmentait la réponse ventilatoire à l'hypoxie et aussi diminuait le nombre d'apnées. Donc, ça vient vraiment nous montrer que chez le raton, on a des effets stimulants respiratoires avec notre progestérone. Par contre, on ne sait pas encore au niveau cellulaire comment est-ce que la progestérone va produire ces effets-là sur nos cellules dans notre corps. Puis c'est ça qu'il va falloir le découvrir avec mon projet de recherche. La progestérone, c'est une hormone qu'on synthétise dans notre corps. Donc, les adultes, la progestérone est synthétisée dans notre système nerveux, dans nos nerfs, chez les femmes, dans nos ovaires et aussi par nos glandes surrénales au-dessus de nos reins. Chez un nouveau-né, c'est différent. Lorsque le nouveau-né va être dans le ventre de sa mère, la majorité de sa progestérone va lui provenir du placenta. À la naissance, vous devinez qu'on sépare le nouveau-né du placenta, donc le nouveau-né va perdre cet apport-là important qu'il a en progestérone. Donc, la progestérone qu'il a dans son sang à la naissance va diminuer durant les jours qui vont suivre la naissance. Et par la suite, ça va prendre quelques jours avant que le nouveau-né soit capable de produire sa propre progestérone. Dans mon projet, on va essayer de voir quel récepteur est impliqué, quel récepteur de la progestérone va faire les effets de stimulation au niveau du système respiratoire. Donc, la progestérone, c'est une hormone qui doit avoir son récepteur pour produire ses actions. C'est comme une clé dans une serrure. Si on n'a pas la bonne combinaison de clé-serrure, la porte ne va pas débarrer. La progestérone, il faut sa molécule de progestérone avec son récepteur, sinon la progestérone n'est pas capable de dire à la cellule quoi faire. Il y a deux types de récepteurs de la progestérone. Donc, si on prend nos cellules, il y a des récepteurs qui sont sur la membrane cellulaire, on va dire des récepteurs membranaires, et il y a aussi des cellules qui sont à l'intérieur du noyau. Donc, on va les appeler des récepteurs nucléaires. Dans le cadre de mon projet, en fait, on pose l'hypothèse que c'est les récepteurs dans le noyau, les récepteurs nucléaires, qui sont responsables de l'augmentation de la ventilation qui est induite par la progestérone. Donc, en fait, ça serait par ces récepteurs-là que ma progestérone dirait à mes cellules « Augmentez ma ventilation, s'il vous plaît, mon oxygène diminue dans mon sang ». Je vais utiliser des souris nouveau-nés qui sont sauvages dans un premier groupe, donc c'est des souris tout à fait normales, puis je vais utiliser un deuxième groupe de souris. Ces souris-là, on va dire que c'est des souris qui sont modifiées génétiquement, c'est des souris chez qui on est allé jouer dans leur ADN, dans leur génétique, et on a supprimé en fait le gène qui va donner tous les récepteurs nucléaires de la progestérone dans les cellules. Donc, toutes ces souris-là n'ont aucun récepteur nucléaire dans leurs cellules. Donc, en comparant la respiration de ces deux groupes de souris-là, on va être capable de voir c'est quoi le rôle du récepteur nucléaire de la progestérone dans la ventilation. Je vais utiliser une technique qui s'appelle la pléthysmographie à corps entier pour enregistrer la ventilation, la respiration de mes animaux. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'une chambre d'enregistrement que je vous ai apportée. En fait, ici, je vais pouvoir dévisser le couvercle et venir déposer mon animal à l'intérieur. Donc, c'est pas une grosse chambre, mais il ne faut pas vous en faire. On travaille vraiment avec des petits animaux, donc ils ont amplement de la place là, à l'intérieur pour se déplacer. Sur les embouts ici, je vais pouvoir venir brancher différents fils pour mes analyseurs d'oxygène, mes analyseurs de CO2. Ici, je vais pouvoir venir brancher mon détecteur de pression. Et tous ces enregistrements-là de paramètres, de données, vont me permettre d'enregistrer la
fréquence de respiration de mon animal et de mesurer aussi son volume courant. Les résultats démontrent que le récepteur nucléaire de la progestérone, donc le récepteur à l'intérieur de nos cellules, est impliqué dans la stimulation respiratoire chez les souris nouveau-nés, dans la ventilation des souris nouveau-nés. Donc cet effet-là, en fait, va dépendre de l'âge des souris. Donc, on le retrouve davantage chez les souris qui ont 1 jour de vie versus 4 jours de vie. Et c'est aussi un effet, un rôle qui va être différent selon le niveau d'hypoxie. Donc, dépendamment de la quantité d'oxygène que les nouveau-nés ont dans leur sang, on ne retrouvera pas cet effet-là à toutes les concentrations, donc seulement à certaines concentrations d'oxygène précises. Puis ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on avait des différences entre nos mâles et nos femelles. Donc ça peut être intéressant pour les implications cliniques là, par la suite. On pourrait éventuellement penser, par exemple, faire des essais cliniques où on pourrait administrer de la progestérone à des nouveau-nés qui présentent des apnées qui sont résistants, par exemple, au méthylxanthine. Donc, au long terme, c'est un meilleur traitement pour les prématurés et c'est une réduction de tous les problèmes là, à court et à long terme que peuvent engendrer chez eux les apnées. Toutes les émissions de Cogito sont disponibles sur ulaval.tv. Merci d'encourager la recherche et la création étudiante des cycles supérieurs de l'Université Laval.